Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de l'emploi, chaque mardi de 12h30 à 13h, nous dressons un tableau de l'emploi au sein d'une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Luc Bérard, directeur des ressources humaines du groupe Safran. Jean-Luc Bérard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rejoint Safran en 2010 en qualité donc, de son directeur des ressources humaines, le fameux DRH. Mais vous connaissiez déjà ce leader mondial en haute technologie puisque vous avez occupé le poste d'attaché au directeur des relations du travail, puis de DRH chez Snecma, une filiale du groupe Safran spécialisée dans la conception de moteurs d'avions civils et militaires. Et entre-temps, vous avez pris la direction de Feu l'Unédic pendant 3 ans. Pas Feu. Existe toujours, mais enfin, la constitution de Pôle emploi, c'est une autre Exactement. histoire. Alors, vous nous expliquerez peut-être, mais effectivement, vous avez certainement œuvré à la fusion de l'Unédic et de la NPE pour former le fameux Pôle emploi. Une double expérience qui intéressera sûrement nos téléspectateurs, puisque vous avez ce double regard sur l'emploi, j'imagine, macroéconomique au plan national et microéconomique au niveau de l'entreprise. Alors évidemment, aujourd'hui, votre préoccupation première, c'est le capital humain de Safran. Alors pouvez-vous nous rappeler dans un premier temps quels sont les métiers du groupe ? Alors, le groupe Safran est un groupe de très haute technologie, essentiellement axé sur l'aéronautique, c'est son activité principale, majoritaire, la défense et la sécurité. Nous sommes présents dans près d'une 60aine de pays dans le monde et nous employons à peu près 65 000 personnes, dont près de 40 000 en France. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'aéronautique, mais alors, il y a aussi dans les domaines de la défense et de la sécurité. Tout à fait, avec Sagem, oui. Et la sécurité avec Morpho, qui est le leader de sa spécialité, la biométrie essentiellement, et qui se développe sur un marché extrêmement porteur, sur lequel d'ailleurs émerge un certain nombre de concurrents aujourd'hui. Alors justement, sur ces 3 activités fondamentales de Safran, quel est le secteur qui recrute le plus? Quelle est l'activité aujourd'hui où vous avez le plus de besoins? Aujourd'hui, tous les secteurs recrutent, mais il est vrai principalement en aéronautique, puisque c'est le secteur qui est extrêmement porteur. Tous les analystes le disent, cette activité aéronautique, cette industrie aéronautique devrait encore poursuivre sa croissance forte, d'ordre de 5% par an, pendant 20 ans, 25 ans. Souhaitons que soit de bonne augure et que les augures soient exactes. Alors, quel est l'objectif? Je crois que vous aviez donné un objectif de 7500 embauches en 2013. À peu près, nous sommes sur un rythme de 7 à 8 000 embauches monde pour le groupe, la moitié en France, et ceci depuis à peu près 3 ans, c'est-à-dire qu'à mi-2013, un peu plus de mi-2013 aujourd'hui, nous avons depuis 2010 recruté de près de 24 000 personnes au total. D'accord. Et sur cette année 2013 7 500 personnes, 7 500, 8 000 à peu près, ça dépendra des besoins, de l'avancement des programmes. Ces recrutements sont essentiellement justifiés par le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux programmes, et notamment aéronautiques, donc beaucoup de développement, beaucoup de recherche à mener parallèlement. Et donc, pour ce faire, nous avons besoin à la fois de renouveler un certain nombre de personnes qui partent chaque année, et puis augmenter nos moyens de recherche et de développement par des embauches de gens nouveaux, donc avec un solde positif et une création d'emplois forte. Alors, vous parlez de recherche et développement, d'innovation, donc j'imagine que les profils que vous recherchez, ce sont évidemment des profils scientifiques, majoritairement des ingénieurs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Essentiellement des ingénieurs, en mécanique, au sens large du terme, pour l'aéronautique, mais également des ingénieurs dans toutes les spécialités, l'électronique, l'informatique, les logiciels. Vraiment, toutes les spécialités d'ingénieurs nous intéressent, plus ou moins grande mesure, mais tous nous intéressent. Il n'y a pas que des ingénieurs que nous recrutons, il y a aussi des personnels de production que nous appelons dans les usines du groupe des compagnons. Et donc, probablement, nous sommes encore un des rares aujourd'hui à recruter, comme d'ailleurs tout le secteur aéronautique, des gens pour la production. Nous en avons besoin et nous produisons plus des 2 tiers de ce que nous fabriquons, nous le produisons en France. Alors,
Donc ça, c'est effectivement un bon point, hein, avec toute cette thématique du Made in France. Vous considérez que effectivement, Safran est un acteur du Made in France? Oui, incontestablement. Hein. Nous sommes un groupe français avec des racines françaises très fortes. La grande majorité de nos salariés, des salariés du groupe, sont en France. Et c'est une entreprise, un groupe extrêmement exportateur, puisque près de 80% de l'ensemble de notre production est vendu hors des frontières françaises. D'accord, donc finalement, c'est l'export qui tire la croissance du groupe, mais le capital humain reste basé majoritairement français. Également pour des raisons de protection industrielle, il est important que nos moyens de recherche, nos moyens de développement soient en France et non pas disséminés partout. Je ne vise personne, mais vous doutez bien qu'il est nettement préférable que, compte tenu de la nature de nos productions et de nos recherches, nous soyons implantés en France et nous puissions préserver notre patrimoine industriel et technologique. Alors, j'ai une question d'un internaute. Hein. Vous connaissez le principe de l'émission. C'est également l'interactivité avec nos téléspectateurs. Marion, hein, qui demande tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas eu moins de recrutement néanmoins pendant la crise, avec cette crise? Est-ce que vous avez ressenti effectivement… Très curieusement et aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous avons aujourd'hui plus de recrutement que nous en avions avant 2008. D'accord. Parce que l'activité est cyclique, parce qu'également nous avons dû faire face à des départs importants en retraite. Donc ça, ce sont des choses qui jouent. Donc aujourd'hui, nous sommes probablement… Quelle est la pyramide des âges, justement, chez Safran? Aujourd'hui, elle a été sensiblement rééquilibrée du fait qu'il y a 24 000 nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc aujourd'hui, l'âge moyen groupe est de 38 ans et l'âge moyen en France est de 42 ans. Donc l'âge moyen est de 40 ans à peu près, puisque la répartition est à peu près homogène entre la France et l'étranger. Nous avons dû faire face à des départs relativement nombreux, même très nombreux, d'où un très fort recrutement et 24 000 personnes en 3 ans, ça représente quand même un niveau d'embauche assez significatif. Absolument, et donc j'imagine qu'aujourd'hui vous nous dites que la moyenne d'âge est de 38 ans, ça a été majoritairement rajeuni avec l'arrivée de ces 24 000. Alors, nous ne recrutons pas que des jeunes ingénieurs débutants, oui. Nous avons aussi des gens expérimentés, donc à peu près pour moitié des gens plus jeunes, débutants, et puis pour une moitié des gens qui s'échelonnent sur l'ensemble du spectre des âges et de l'emploi, y compris, car c'est une caractéristique du groupe, des gens de plus de 55 ans, car nous avons un accord senior qui nous engage à avoir en permanence au moins 14-15% parmi le personnel âgé de plus de 55 ans. Alors, est-ce que cela s'inscrit dans l'obligation, hein, je crois, pour les groupes de plus de 300 salariés, du contrat de génération? Avez-vous signé effectivement Oui, alors on a signé un accord, enfin il est conclu cet accord. Il s'appuie sur des choses qu'on avait très largement anticipées depuis plusieurs années sur l'intégration de jeunes au travers de l'apprentissage, au travers d'embauche de jeunes. Et le secteur étant porteur, il est vrai, c'est plutôt plus facile pour nous de le faire que pour d'autres. Mais également le fait que nous ayons organisé la transmission du savoir entre les anciennes générations, les plus âgés parmi nos salariés, et les plus jeunes, de manière à pouvoir transmettre un savoir qui est complexe. Hein. On travaille sur des métiers de haute technologie, nous travaillons sur des métiers difficiles au sens de la complexité de ces métiers, et donc il est absolument essentiel que les plus expérimentés puissent transmettre leur savoir aux plus jeunes, d'où des parcours et des méthodes de travail qui sont déjà éprouvées et qui anticipaient largement le contrat de génération. Alors vous dites un secteur porteur, alors néanmoins on pourrait peut-être nuancer votre propos. Je rebondis sur une actualité de littérature économique, et oui, l'économie a aussi sa littérature. Augustin Landier, professeur à la Toulouse Business School, et David Tesmar, professeur à HEC, viennent de publier un livre intitulé « 10 idées qui coulent la France ». Ils cassent notamment l'idée qu'il n'y a de salut que par l'industrie. Et cette idée sur l'emploi, hein, qu'un emploi industriel créé, c'est 5 emplois qui sont créés autour des services, eh bien ces auteurs nous disent que en fait, c'est un sophisme total, et que d'ailleurs on l'a bien observé avec la fermeture de différentes usines ces dernières semaines, eh bien il n'y a pas eu forcément de destruction d'emplois dans les services, et que finalement aujourd'hui, il ne faut pas essayer de sauver les industries en déclin, mais au contraire se concentrer sur les nouvelles industries, à savoir le numérique. Donc, qu'en pensez-vous? Ma première question. Et puis la deuxième question, ça sera de vous demander, comment faites-vous en effet pour séduire les jeunes recrues qui, j'imagine, préfèrent peut-être aujourd'hui aller dans le secteur de l'Internet plus porteur?
beaucoup de questions complexes. Je vais essayer de répondre simplement à un sujet compliqué. Non, dire qu'il n'y a pas plus de salut dans le tout industriel que dans le tout service, évidemment, je crois qu'il faut comprendre que et les services et l'industrie contribuent à la bonne marche de l'économie générale. Ça va de soi, c'est une évidence de le dire. En revanche, il est vrai qu'il n'est pas souhaitable dans un monde extrêmement concurrentiel, et quand je dis un monde, c'est vraiment un monde totalement globalisé, c'est absurde de soutenir à tout prix et contre vents et marées des industries qui sont devenues obsolètes ou qui n'ont plus d'avenir. Bon, ceci dit, ça n'est absolument pas le cas de l'aéronautique aujourd'hui. Oui. Il y a d'autres industries comme l'automobile qui peuvent traverser ponctuellement des difficultés, mais il ne s'agit pas de les tuer. En revanche, une économie qui serait fondée exclusivement sur les services bancaires ou d'autres activités de services, ou le tourisme, ou que sais-je encore, il faut effectivement une diversité, une variété d'opportunités économiques. Après, l'autre question que vous me posiez sur effectivement comment attirer les talents. Je vous assure, on n'a pas le groupe Safran n'a pas de difficulté majeure, l'aéronautique en général, mais le groupe Safran en particulier n'a pas de difficulté majeure à attirer des talents et des jeunes talents. Pourquoi? D'abord parce que nous avons des programmes et des sujets de travail et des métiers qui s'exercent sur des sujets absolument passionnants pour les gens qui souhaitent travailler dedans. L'aéronautique est quelque chose qui a toujours passionné, c'est un monde de passionnés réellement que nous avons chez nous, et je vous assure que compte tenu du niveau de technologie, du niveau de savoir qui est dispensé et qui est engagé chez nous, il est évident que nous avons des jeunes ingénieurs qui rêvent réellement de rentrer dans ce monde, tout comme ils peuvent rêver de rentrer chez Airbus ou dans d'autres sociétés de même nature. Paul demande, et ça va dans le sens un peu aussi de la question, et peut-être de votre réponse, que fait Safran dans le digital? Alors il y a peut-être aussi cette idée que vous êtes une industrie qu'on pourrait peut-être qualifier de lourde dans l'aviation, la défense, mais qu'aujourd'hui vous vous intégrez certainement dans vos solutions la nouvelle industrie du numérique. Vous savez, ce que fait Morpho en termes de morphologie mathématique, de biométrie, est à la pointe de ce qu'on peut faire dans le numérique, dans l'électronique, c'est évident. Alors, on n'est pas une entreprise d'informatique, ça c'est clair, chacun son métier, mais de même qu'il faut oublier l'idée des ingénieurs qui travaillaient sur une planche à dessin avec un crayon et sur un calque. Tout ça est complètement dépassé. Il y a aujourd'hui des outils de conception totalement numériques et les méthodes de travail ont parfaitement intégré, et depuis longtemps, les nouvelles technologies dans le travail des ingénieurs aéronautiques. Évidemment, après il y a de la production très très physique, ça conduit à des objets extrêmement palpables, réels, et c'est je crois un des grands intérêts de ce métier, mais évidemment tout le travail de conception en amont se fait avec des outils qui sont absolument Alors la conception en amont justement, Sandy vous demande quels sont vos besoins au pôle R&D. Est-ce que vous recrutez des chercheurs? Alors, nous recrutons des chercheurs. Je suis content de voir qu'il y a 2 femmes qui ont posé une question. Généralement, c'est plutôt un métier c'est plutôt des questions qui viennent d'ingénieurs hommes, mais je suis ravi parce que c'est aussi un de nos objectifs d'intégrer le plus possible de diversité dans nos recrutements avec des jeunes femmes qui nous rejoignent. Alors, pour répondre à la question, nous avons, au sein du groupe Safran, une politique extrêmement active de R&D, puisqu'il faut savoir que globalement, le groupe dépense 12% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, ce qui est considérable. Et en 2014, nous envisageons de dépenser près de 2 milliards d'euros au total sur la R&D. C'est fondamental, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui s'engagent à ce niveau-là. Ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire que ce que nous développons a toujours de l'avance. Les produits que nous pouvons anticiper avec des cycles longs à 20-25 ans sont des produits qui sont absolument au meilleur niveau de ce que l'on peut trouver dans le monde aujourd'hui. Il y a également le souhait de la part du groupe Safran d'ouvrir prochainement un centre de recherche et technologie qui se situera encore plus en amont dans la recherche fondamentale. Donc oui, effectivement, nous recrutons, oui, effectivement, nous cherchons des jeunes gens et des jeunes femmes qui soient intéressés par ces métiers de R&D et de RT. Alors, je vous avais donné des éléments de réponse, mais effectivement, on le voit bien dans une entreprise comme Safran et ces secteurs stratégiques, que l'innovation est au cœur du développement de l'entreprise et que finalement, derrière l'innovation, ce qui
qui est au cœur, ce sont les hommes qui innovent. Ce matin, dans une radio économique, la directrice exécutive d'Orange France, qui venait parler du déploiement de la 4G sur le territoire, soulignait justement cette chose-là en disant, eh bien, ce qui a joué un rôle primordial, c'est l'investissement dans le capital technique, et c'est ce qui nous a permis de déployer aussi rapidement ce maillage de 4G sur tout le territoire. Alors, est-ce que effectivement, vous considérez, en tant que directeur des ressources humaines de Safran, que c'est effectivement un des enjeux principaux, si ce n'est l'enjeu principal d'un groupe comme le vôtre pour continuer à innover? C'est une évidence dans tous les métiers du groupe, et dans ce groupe comme dans d'autres. Je ne vais pas enfoncer une porte ouverte en disant qu'il n'y a de richesse que d'hommes, ça c'est une réalité. Mais il est vrai que dans nos métiers, on ne peut, dans la mesure où on ne peut jamais se satisfaire de l'acquis et de l'existant, il va falloir qu'en permanence, on aille chercher des solutions nouvelles, des solutions plus efficaces. Alors comment faites-vous pour susciter justement l'esprit d'initiative, susciter cette innovation? Est-ce que vous avez des parcours, une université interne? Est-ce que vous avez des... Alors, voilà. On a de multiples sujets. Ça démarre, alors c'est pas un sujet simple à décrire, mais j'ai essayé là aussi en quelques mots de vous le dire. Ça démarre d'abord par une stratégie qui est fixée par la direction générale du groupe, mais aussi au travers de son conseil scientifique qui va essayer d'évaluer le mieux possible les possibilités de développement du groupe dans des technologies du futur, pour faire simple. Et puis, il y a tout un travail qui va être fait pour savoir si ces technologies ont un avenir commercial. On n'est pas là pour faire uniquement de la recherche fondamentale, il faut aussi qu'il y ait un débouché commercial et un débouché économique. C'est ce qui s'est passé à une époque encore récente où le groupe a développé des freins carbone, à une époque où personne ne faisait ça. On a effectivement développé une solution, ça a été une véritable innovation, et de la même manière, on cherche aujourd'hui sur les composites tissés, sur les composites à matrice céramique, d'avoir des gens qui travaillent et se projettent dans le futur. Alors, pour ce faire, je crois qu'il y a un certain nombre de facteurs qui aident énormément à ce que les gens s'engagent. C'est d'abord que nous avons probablement un petit peu plus de temps que dans les autres industries. Parce qu'on est sur un cycle de temps long. Les cycles de vie de nos produits sont longs. Un moteur, le CFM56, a dû être conçu dans les années 60 au départ, à peu près. On en vend encore, ils seront en activité encore pendant 30 ans. Donc si vous faites le calcul, c'est près de 80 ans. Ce n'est pas le même produit des années 60, mais il a évolué. Mais à la base, c'est ce type de produit qui va vivre pendant Alors, en général, 70, de la conception jusqu'à la mise sur le marché, il faut compter combien de temps Ça dépend de quoi on parle, mais c'est facilement 5 ans, 6 ans avant de... Donc ça donne du temps aux gens. Ce sont des projets extrêmement intéressants. C'est novateur, c'est à la pointe de ce que l'on peut faire. Donc je crois que là-dessus, on offre aux gens la possibilité de s'investir vraiment. Alors je rebondis quand même sur une question d'un internaute, probablement un homme, cette fois-ci c'est OSS, qui dit « mais est-ce que ces entreprises ne sont pas trop hiérarchiques ?» Et je vais plus loin que la question. En effet, on a un peu l'image de ces entreprises d'ingénieurs où on est dans une organisation quasi militaire. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, si on prend le modèle de sociétés Internet comme Google, Facebook, on est plutôt sur une organisation horizontale. Est-ce que justement, vous, d'un point de vue organisationnel, vous essayez un peu de casser les barrières et de raisonner en mode projet? C'est un peu souvent ce qui... C'est de toute façon le mode de fonctionnement que nous avons depuis longtemps. Alors, il est vrai que l'industrie, et notamment l'industrie métallurgique, souffre encore, et c'est vraiment une erreur de le penser, souffre encore de cette image un peu ancienne d'un contexte difficile, très taylorisé, très organisé, très hiérarchique, comme le dit notre internaute. Non, aujourd'hui, ça a complètement changé. On va des gens qui vont travailler en équipe, en plateau, et vous viendriez aujourd'hui dans des plateaux, des espaces de recherche et développement dans nos projets industriels, vous verriez tout de suite que ça n'est absolument pas l'image qu'on peut s'en faire avec le chef en blouse blanche sur une estrade qui surveille ce que les autres font. C'est une image qui est complètement dépassée depuis très longtemps. Donc, mais j'invite, et je le fais très volontiers, ceux qui peuvent le souhaiter, à visiter, à nous contacter pour faire en sorte de découvrir ces métiers-là. C'est effectivement possible de venir visiter Alors, c'est difficile parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer chez nous n'importe comment, mais on a des journées portes ouvertes dans toutes les usines du groupe, dans tous les établissements du groupe. Alors après, il faut se renseigner, il faut évidemment faire la démarche. Nous avons un site www.safran.fr qui va vous permettre, qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de s'informer sur les métiers du groupe, mais tout le monde peut, à condition de l'organiser un peu, venir voir la manière dont on travaille et venir voir ce qui se passe là.
on a parlé de l'innovation, mais alors innover c'est bien, mais vendre les produits c'est encore mieux. C'est souvent une faiblesse de la France justement qui est très bonne dans sa formation de ses scientifiques, qui est très bonne dans l'innovation, dans la recherche, qui dépose un certain nombre de brevets, mais qui derrière a du mal à commercialiser ses produits, à la différence vraiment des pays anglo-saxons où là ils sont effectivement plus forts que nous. Alors justement, moi ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous y pensez, vous, dès le recrutement? Est-ce que vous recherchez des ingénieurs qui savent penser business? Oui. Alors d'abord, je crois que la formation des ingénieurs en France, ça a beaucoup évolué. Là aussi, on peut trouver des professeurs Nimbus, il en faut, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus polyvalents, polycompétents que peut-être 2-3 générations antérieures, et qui aujourd'hui, dans une entreprise, savent parfaitement que leur entreprise n'a de salut que si elle arrive à vendre ses produits. Alors, heureusement pour nous, le groupe Safran ne souffre pas trop de cette difficulté, puisque nous avons des positions de leader mondial, que ce soit par exemple pour Snecma, sur la motorisation des Airbus 320, de la gamme des Airbus 320, des Boeing 737, du chinois Comac. Nous avons des places de leader mondial sur ces mais est-ce que vous favorisez en interne une culture entrepreneuriale auprès de vos ingénieurs? Oui. Enfin, il est clair qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on n'est pas un centre de recherche. On a au sein du groupe un centre de recherche, plusieurs centres de recherche d'ailleurs. On a tous les moyens pour développer ce que l'on peut faire de mieux en matière de technologie. Mais il va de soi, tout le monde le sait, tout le monde y contribue, qu'on participe tous à la vente de nos produits. Fort heureusement, ils se vendent bien, donc on a de la chance, mais et probablement un peu de talent aussi, mais c'est vrai que les ingénieurs savent parfaitement, ils ne sont pas déconnectés des réalités. Parce que le monde de l'éducation supérieure est justement en train d'évoluer. Moi, j'ai en tête... Il a déjà beaucoup évolué. Il a déjà beaucoup évolué. Moi, j'ai en tête, je suis diplômé de l'EM Lyon, et en face de nous, il y avait Centrale Lyon, merci, école d'ingénieurs. Oui. Et puis, c'est il y a 2 ans maintenant, ces 2 écoles ont décidé de s'unir dans le cadre d'un programme commun qui s'appelle ID School et qui a pour but effectivement de partager les différentes cultures pour créer soit des managers scientifiques, si je puis dire, technologues, et inversement des ingénieurs entrepreneurs. Est-ce que ça, pour vous, effectivement, vous recherchez aussi à établir des partenariats avec des universités, des écoles? On a de multiples partenariats. Alors l'EM Lyon et Centrale Lyon, on y contribue à ce programme depuis déjà maintenant un certain temps. Enfin, je crois que ça fait plus de 2 ans, me semble-t-il, que c'est lancé. Même chose avec HEC et ex-Super-Héros qui s'appelle maintenant l'ISAE, et ainsi de suite. On a un certain nombre de chaires que l'on développe et que l'on finance de manière à avoir justement ces doubles cultures d'ingénieurs et de managers. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on a de multiples partenariats avec des écoles d'ingénieurs, avec des universités. Je pourrais citer par exemple l'université Pierre et Marie Curie, qui est à Jussieu, qui on développe des programmes de recherche, des chaires, donc au sein de ces universités, et également des programmes d'accompagnement des étudiants, avec évidemment l'objectif de les former, de les recruter et de faire en sorte qu'ils s'intègrent au sein des effectifs du groupe. Alors écoutez, vous voyez, vous avez répondu à la question d'Arthur qui effectivement demandait dans le prolongement de notre discussion, existe-t-il des partenariats avec certaines écoles? Quelles sont les écoles que vous recommandez au-delà des grandes écoles connues? Alors ça, je ne sais pas si... Je me garderais bien de recommander une école, non. On a d'excellentes écoles d'ingénieurs de niveau, alors après les classements sont ce qu'ils sont et on peut en discuter longuement. On recrute beaucoup d'arts et métiers, on recrute pas mal de centraliens, de polytechniciens, de gens effectivement d'universités comme Pierre-Marie Curie, mais il y a toutes les écoles d'ingénieurs en région, dans un certain nombre de villes, qui sont de très très bon niveau et dans des spécialités, je ne vais pas toutes les citer. Parce une fois que vous les recrutez, ces ingénieurs, est-ce qu'il y a un accompagnement, un programme, et c'est la question de Polo, qui demande encouragez-vous la cooptation au sein du groupe Safran? Alors, pour élargir à ce système, est-ce qu'effectivement il y a un système de mentorat? Il y a des systèmes de tutorat qui, ça ressemble un peu au mentorat aussi, mais des systèmes de tutorat de manière à ce que et des parcours d'intégration de manière à ce que les nouveaux embauchés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, puissent
avoir le temps, je trouve que c'est tout à fait fondamental d'avoir le temps de découvrir son environnement. Alors encore plus pour des jeunes débutants que pour des plus anciens, des plus expérimentés, qui eux savent comment fonctionne une entreprise. Mais on n'a jamais appris à qui que ce soit dans ces études, à savoir comment fonctionnaient les relations d'entreprise, comment on devait se comporter, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait des gens qui accompagnent l'intégration de ces jeunes. Donc il y a des programmes d'intégration qui ont été mis en place, qui ouvrent une intégration groupe, parce qu'il faut aussi que les gens sachent bien qu'ils appartiennent à un groupe, ce qui leur ouvre des possibilités professionnelles au-delà de l'entreprise. Par exemple, quelqu'un qui intègre Snecma ou qui intègre Morpho ou qui intègre Sagem doit savoir qu'il a la possibilité d'accomplir des parcours professionnels en France, dans d'autres sociétés du groupe, ou à l'international, dans les sociétés qui composent le groupe. Et donc, des parcours d'intégration, de connaissances sont mis en place pour ça, et également pour leur propre métier. Il est clair que, oui, tous les ingénieurs, tous les gens que nous recrutons ont des bases fondamentales importantes pour exercer leur métier, mais ils ont absolument besoin de prendre le temps d'assimiler ce qui fait notre propre caractéristique, nos propres produits et nos méthodes de travail. Très bien. Alors, on parle d'innovation, on parle effectivement de développement industriel qu'on envisage là de manière très positive, chose effectivement très intéressante. Mais je vous raconte une belle histoire, mais elle est belle. Donc mais, non, mais elle est très belle et je ne veux pas aller contre cela, mais ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est aussi une pression, j'imagine, sur les employés. Et s'il faut innover, on a des objectifs de résultats. Je vous parle de ça parce que aujourd'hui, Marisol Touraine, qui est donc la ministre des Affaires sociales et de la Santé, lance un observatoire national sur le suicide. Alors c'est un peu sinistre, mais c'est un sujet réel et sérieux. On se souvient de la vague de suicides en 2008-2009 chez France Télécom. Est-ce que justement vous, c'est quelque chose que vous prenez en compte? On appelle ça en général les risques psychosociaux, hein, sans aller à l'extrémité du suicide. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez chez vous en interne? Alors oui, je vais vous répondre, mais je vais vous expliquer un petit peu plus ce que l'on fait. Tout d'abord, c'est réellement un sujet majeur. D'autant plus dans un groupe qui se porte bien, d'autant plus dans un groupe qui fonctionne bien, qui a un avenir, qui est solide, dans lequel les personnels, les gens, tous les collaborateurs qui travaillent dans le groupe doivent pouvoir faire une carrière complète et vraiment s'épanouir au sein du travail. Je ne comprendrais pas, mais absolument pas, qu'il y ait des situations de souffrance au travail, parce que le management ne se comporte pas bien, parce que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes, parce que, bon, rien n'est parfait, mais il faut en permanence essayer de l'améliorer, et je ne vois pas pourquoi. Est-ce que là, justement, votre expérience à l'Unédic vous donne un regard peut-être un peu différent? J'ai travaillé dans d'autres sociétés, dans d'autres endroits que l'Unédic, et c'est vrai que la prise en compte de cette problématique n'est pas identique partout. Alors, je ne parle pas d'Unédic où c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'on reçoit des demandeurs d'emploi et des gens qui sont dans des situations personnelles extrêmement difficiles parfois. Donc, bien sûr, cette caractéristique est prise en compte. Alors, au sein du groupe Safran, ça fait des années et des années que nous avons noué des partenariats, notamment avec l'Université de Liège, et nous avons mis en place plusieurs outils aujourd'hui, depuis des années, des outils qui sont appliqués dans l'ensemble des sociétés du groupe, en France comme à l'étranger, de mesures, globalement, du bien-être au travail, de la satisfaction au travail, des conditions de travail. Donc là, on a beaucoup déployé de moyens depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans un monde parfait, mais je pense qu'on a, en tout cas, on peut encore faire mieux toujours, mais on a développé depuis très longtemps des outils de prévention et de mesure des risques psychosociaux. On n'est pas à l'abri de problématiques. Et puis la question du suicide que vous abordiez n'est pas une question simple. Ce n'est jamais une question liée, ou malheureusement un drame qui soit lié à un seul facteur. Donc il faut être très très prudent et très très précautionneux pour l'analyse de ces situations-là. Bon, cela étant, on travaille vraiment en permanence avec les médecins du travail, avec le management pour essayer de tenter de prévenir absolument au maximum les risques psychosociaux, être à l'écoute des gens qui travaillent chez nous. C'est entendu. On va terminer par une question d'une internaute. On revient à la question du recrutement. Oui. Et Clémentine qui demande quelle place pour les réseaux sociaux dans votre recrutement du groupe? Est-ce qu'effectivement on a des techniques, vous utilisez les techniques modernes de recrutement? Oui, alors c'est clair que pour le recrutement, alors pour vous donner une idée, le groupe reçoit à peu près, suivant les années, entre 200 et 250 000 CV par an, ce qui est considérable. C'est effectivement énorme. Il va de soi que si on les traitait à partir d'annonces dans la presse, comme ça se pratiquait à une époque, et de courriers écrits à la main, on n'y arriverait pas. Donc là, il y a effectivement
effectivement tout un circuit et des outils numériques qui sont aujourd'hui déployés pour le recrutement. Toutes les informations que peuvent souhaiter notamment les jeunes femmes qui nous interrogent aujourd'hui se retrouvent sur le site de Safran. Donc là, vous pouvez effectivement y aller très facilement pour avoir à la fois les informations sur le groupe, mais également vous inscrire et postuler si vous le souhaitez au sein du groupe. Alors, la part des femmes, je rajoute une question dans le groupe. La part des effectivement, femmes, on a eu beaucoup de questions. à peu près un quart des effectifs sont composés de femmes. C'est insuffisant. Nous souhaitons vraiment faire progresser cette proportion. Le problème, et c'est un des problèmes bien français, c'est que les écoles d'ingénieurs auxquelles nous adressons pour le recrutement ne forment en pratique que 15 à 17% de femmes dans leur troupe. Donc j'incite vraiment toutes les femmes qui le souhaitent à aller vers ces métiers. Il y a du travail, il y a des vraies possibilités de recrutement. Eh bien, on espère que effectivement, les femmes qui nous ont écoutés et visiblement posé des questions ont été convaincues par effectivement, ce que vous avez pu nous raconter sur ce groupe Safran. Un des leaders mondiaux de l'aéronautique, la défense et la sécurité. La semaine prochaine, nous recevrons Carole Le Fur, directeur développement des ressources humaines de Foncia. Et oui, l'immobilier aussi recrute. À mardi prochain. Merci beaucoup Jean-Luc Bérard. Merci.